Bonjour et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma thèse qui est une approche combinée entre, d'une part, la modélisation dynamique du trafic et, d'autre part, le transport de marchandises en ville. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le transport de marchandises en ville? Les marchandises, on en a tous besoin. Le dernier maillon de la chaîne logistique est le transport de marchandises en ville, qui est le plus coûteux. Il est aussi appelé dernier kilomètre. Il peut être défini comme un flux de marchandises entrant et sortant d'un quartier ou d'une agglomération. Et plus particulièrement, ma thèse s'intéresse au transport de ces marchandises réalisées sur le réseau routier où communément des camions de livraison sont utilisés. Comme on peut le voir sur ces photos prises à Lyon, les camions de livraison sont en interaction avec le reste du système de transport. Et à partir de ces interactions, on peut se poser des questions opérationnelles telles que quel est l'impact en fait à court terme ou à long terme du transport de ces marchandises sur la circulation urbaine ou sur l'environnement par exemple. Par une approche un peu plus constructive, on peut aussi se demander quelles sont les meilleures organisations logistiques pour intégrer au mieux cette composante dans nos villes. D'un point de vue de transporteur, on peut se demander quel est le temps perdu dans les embouteillages ou encore quels sont les gains possibles par une intégration de la connaissance du trafic. L'approche qui a été retenue dans ma thèse est de considérer conjointement ces deux systèmes et d'étudier leur interaction par l'intégration des éléments l'un dans l'autre de manière imbriquée, de sorte à ce que, d'une part, de l'organisation logistique soit intégrée dans la circulation urbaine et que d'autre part, des éléments de la circulation urbaine, par de l'information du trafic, soient intégrés dans le transport de marchandises en ville. Au final, cette méthodologie permet de répondre à la grande question: quelles sont les interactions entre la circulation urbaine et le transport de marchandises en ville? Pour répondre à cette grande question, dans un premier temps, de la simulation a été utilisée où ces modèles sont issus de modèles physiques issus de la théorie du trafic afin de comprendre les mécanismes. Dans un deuxième temps, de l'analyse de données a été réalisée à partir de données réelles. Et cette question, elle peut être analysée sous plusieurs axes d'analyse, où le premier, il y en a trois, le premier, il est spatial. Tout d'abord, l'échelle la plus petite est celle d'un boulevard, d'un axe structurant, car il s'agit de l'échelle la plus fine pour les gestionnaires des villes. Plus grossièrement, ces interactions peuvent être analysées à l'échelle d'un quartier ou d'une manière supérieure, celle d'une agglomération. À présent, le deuxième axe d'analyse est temporel, où ces interactions, à travers le temps, peuvent être analysées pour une matinée, pour un jour ou pour un mois. Le troisième axe d'analyse est la granularité des données. Et en fait, la granularité veut dire quelle est la finesse de base des informations que l'on a à disposition. Est-ce qu'il s'agit d'informations à l'échelle d'un boulevard et d'une matinée, ou l'information de base la plus fine correspond à une agglomération et d'un mois, c'est-à-dire que l'information a été agrégée. Et ce niveau d'agrégation permet de définir quelle est la granularité, c'est-à-dire le grain, la taille des données de base. À partir de là, deux directions de recherche sont analysées. Le premier est l'impact du TMV sur le trafic et le deuxième est l'impact du trafic sur le TMV. Et la notion d'indicateur est importante et nécessaire et elle est discutée tout au long de cette thèse. Dans une première étude,
les impacts des livraisons en double fil sont analysés à l'échelle d'un boulevard et d'une matinée. Nous verrons par la suite que cette thèse propose la notion et introduit la notion de zone 3D où il s'agit d'une échelle qui est à mi-chemin entre un quartier et un boulevard et permet de synthétiser des informations du trafic et peut également être utilisée comme indicateur. Cette notion, elle sera abordée plus tard dans cette présentation. À partir de là, ces informations du trafic peuvent être intégrées dans des modèles d'optimisation de tournée et peuvent être utilisées pour mesurer l'impact entre deux situations à l'échelle supérieure. La notion d'indicateur est importante parce qu'elle permet de mesurer des situations avant-après, par exemple avant l'intégration de mouvements logistiques et après leur intégration afin de mesurer leurs impacts sur la circulation urbaine. Ici, j'ai repris la liste des questions opérationnelles qui sont toutes très intéressantes et peuvent être étudiées. Néanmoins, ma thèse nécessite un choix et j'ai noté en bleu celles qui seront abordées et auxquelles ma thèse apporte des éléments de réponse. Donc on va commencer tout de suite par la première qui est quel est l'impact à court terme du transport de marchandises en ville sur les conditions de circulation et plus particulièrement je considère et j'étudie à cette échelle le transport de ces marchandises par en fait des mouvements logistiques et plus particulièrement par la livraison des marchandises réalisées systématiquement en double fil. Donc le stationnement en double fil, qu'il soit réalisé par un camion de livraison ou un véhicule particulier, relate en fait des mêmes phénomènes physiques qui lui sont associés et leurs conséquences sur l'écoulement des véhicules. La différence ici est d'étudier une succession de livraisons en double fil qui appartiendrait à un certain schéma logistique. Plus particulièrement, l'idée est donc de quantifier l'impact du double fil réalisé par des camions sur le trafic. Et pour cela, l'approche qui a été retenue dans cette étude est l'utilisation de la simulation microscopique du trafic, où l'on parle de microscopique car les véhicules particuliers sont modélisés à l'échelle particulière où une particule correspond au rond mauve dans notre cas. Et l'intégration du TMV a été réalisée de manière endogène. Dans l'illustration, il s'agit des petits ronds orange. L'échelle spatiale est bien celle du boulevard et la granularité des résultats en sortie sont des trajectoires individuelles. Plus particulièrement, les temps de parcours et les trajectoires individuelles appartiennent au domaine des données lagrangiennes et les concentrations, les débits et les vitesses moyennes sont des données eulériennes, car il s'agit de flux. À partir des modèles d'écoulement du trafic, l'idée est d'intégrer de manière endogène des camions de livraison. Et pour cela, à cette échelle, il y a deux paramètres qui sont à caler. Le premier est combien de camions de livraison et le deuxième, c'est combien de temps ils vont stationner en double fil. Donc premièrement, concernant leur nombre, deux approches ont été retenues dans notre analyse. La première est d'analyser systématiquement un nombre de camions, donc c'est-à-dire par pas et par fréquence. Il s'agit d'une approche qui permet d'étudier tous les cas possibles allant du meilleur au pire. La deuxième approche est d'utiliser un modèle microscopique permettant d'approximer un nombre réaliste de mouvements. Ici, le réseau théorique peut être assimilé à un boulevard commerçant qui est le cours Lafayette à Lyon. Et donc, l'idée est d'estimer un nombre réaliste de mouvements logistiques qui peut être réalisé sur ce cours Lafayette et de
de spatialiser ces livraisons et ces mouvements sur notre réseau théorique. Par-delà, il s'agissait de développer un modèle microscopique d'estimation de ces mouvements à partir d'un apprentissage. Et l'apprentissage, il a été réalisé sur les mouvements hebdomadaires des magasins de Marseille, Bordeaux et Dijon. Et on parle ici de modèle microscopique car à partir de ces données qui sont plutôt agrégées, il s'agissait de développer une méthode descendante afin d'approximer un nombre de mouvements réalisés pour notre cadre de simulation qui est une matinée et qui est sur un seul boulevard. Donc, pour chaque magasin qui se situerait sur le boulevard Lafayette, il s'agissait ici de regarder la catégorie, sa catégorie de magasins auquel il appartient et d'estimer le nombre de mouvements. Et l'approche nouvelle dans ce modèle a été vraiment de pouvoir, à partir de données agrégées réalisées sur une enquête ménage-déplacement, d'estimer qu'est-ce qui pourrait se faire à l'échelle d'un boulevard, et ce pour une matinée. À présent, concernant les indicateurs qui vont mesurer les états de trafic, l'écoulement des véhicules, les conditions de circulation et comment elles vont se dégrader en intégrant les livraisons en double fil sur notre réseau théorique mais réaliste. Donc voici à présent les résultats qui ont été mesurés pour uniquement la capacité avec des temps de stationnement variables qui sont de 10, 20 et 30 minutes pour les courbes vertes, bleues et rouges. L'axe X est le nombre de camions de livraison qui est systématique par heure entre 0, 1 et 12 et l'axe Y est la capacité, c'est-à-dire l'écoulement des véhicules. Et l'on peut voir que cet écoulement et les performances du réseau décroîtent et ça c'est une tendance en fonction du nombre de camions de livraison stationnés en double fil. Et ce que l'on peut remarquer, c'est une chute de cette capacité, notamment avec peu de camions de livraison. Cette tendance est d'autant plus marquée pour des livraisons systématiques de 20 et de 30 minutes. Et l'on peut voir la droite en pointillé qui correspond en fait à la capacité, l'écoulement maximal qu'il peut y avoir sur une deux voies. Et donc l'idée est de se dire que la capacité et l'écoulement possible pour les véhicules particuliers serait plus important sur une deux voies allouée à leur usage plutôt que sur une trois voies où à partir d'un certain nombre de camions de livraison stationneraient en fait en double fil. À présent, voici les résultats pour un nombre de camions réalistes par notre modèle microscopique permettant d'estimer un nombre de mouvements et de stationnements entre 123 et 57 qui sont nos deux cas, nos deux bornes. Il est à noter que la simulation d'une matinée correspond à une période temporelle de 5 heures. Plusieurs cas ici sont étudiés et il s'agit de la distribution en fait des départs, où est-ce que tous ces mouvements sont distribués de manière uniforme, où on répartit et on égalise la fréquence pour chacune d'entre elles, ou est-ce que pour une distribution normale, ça veut dire que la plupart des mouvements partent quasiment en même temps et vont quasiment tous livrer en même temps, ce qui pourrait représenter plus la réalité. À partir de là, la tendance se confirme sur le fait que le temps de livraison est un facteur déterminant la capacité de l'écoulement du trafic. De plus, nous voyons que la forme des départs et la distribution des départs peut impacter la capacité, mais est moins déterminant comme variable que le nombre de mouvements qui sont réalisés. Pour terminer, la méthodologie permettant d'estimer un nombre de mouvements réalisés à une petite échelle ainsi que la mesure de ces impacts sur l'écoulement du trafic pour un axe urbain a été valorisée
dans un papier en communication. Il s'agit de la conférence ILS à Bordeaux. Maintenant que nous avons vu ensemble les impacts des livraisons en double fil réalisées à l'échelle d'un boulevard, on pourrait penser réaliser cette échelle pour un quartier ou encore plus grand pour celle d'une agglomération et se demander quels sont les impacts de toutes ces livraisons dans nos villes de manière générale. Et pour cela, la notion d'indicateur est très importante car elle permet de mesurer quel est l'impact et donc de mesurer une situation avant et après cette intégration. Et pour cela, il est important de développer un indicateur qui permet de mesurer les effets des livraisons en double fil par exemple, qui sont des effets locaux et temporaires. Et pour cela, l'identification de l'indicateur est importante car il s'agit un petit peu de la maille du filet. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette échelle un peu plus tard, mais à présent, passons au deuxième axe de recherche qui est en fait quel est l'impact du trafic sur les camions de livraison. Et pour cela, je vous propose d'étudier en fait quel est le gain possible pour un transporteur qui organise sa tournée d'intégrer les états de trafic, c'est-à-dire de considérer la congestion pour au mieux organiser sa tournée. Cette granularité des informations est importante car si l'information est trop fine, la quantité de données nécessaires, et ce en particulier à l'échelle supérieure spatiale ou temporelle, est très importante. Et ceci impacte donc la complexité des méthodes et des algorithmes et aussi le temps de calcul. Et cette granularité des informations est déterminante. Par exemple, une information très fine, surtout à l'échelle spatiale ou temporale plutôt supérieure, fera que la quantité d'informations sera très importante. Et dans cette thèse, nous proposons un indicateur qui est un petit peu intermédiaire entre fine et agrégé, qui est la notion de zone 3D, où une zone spatiale, dans un premier temps, est composée d'une certaine région avec un état de trafic similaire. Ainsi, on peut représenter une grande échelle spatiale, telle qu'une agglomération, par quelques zones caractérisées par certains états de trafic. Par exemple, une certaine zone congestionnée, une certaine zone fluide ou une certaine zone semi-congestionnée, par exemple. Et ainsi, il peut s'agir d'informations intermédiaires qui seront intégrées dans l'optimisation de tournée. Et par rapport à la littérature, l'innovation que nous proposons est l'utilisation de zones 3D où les zones en 3 dimensions ont des applications multiples. La première, qui nous intéresse surtout dans cette thèse, en fait, a été de raffiner les tournées où ces informations, à mi-chemin plutôt intermédiaire, permettaient de raffiner, d'intégrer de l'information du trafic à plutôt bas coût. Et donc l'utilisation de zones 3D permettait un compromis entre pouvoir synthétiser une information plutôt agrégée et ce avec une certaine précision dans l'information des trafics. Et en fait, l'utilisation de zones 3D a des applications beaucoup plus larges que seulement le raffinement de tournée, où on peut aussi estimer les temps de parcours de tous les usagers à partir de ces zones en 3 dimensions. Aussi, l'identification de ces zones peut servir d'indicateur du trafic, de périmètre pour réaliser du contrôle pour les gestionnaires ou encore de périmètre pour la modélisation par réservoir, par exemple. Donc cette application beaucoup plus générale de l'utilisation des zones 3D pour estimer les temps de parcours de tous les usagers nous fait rebondir sur une question donc plus générale qui est comment réaliser de la prévision de temps de parcours à court terme ou à moyen terme à celle de l'heure ou de la journée.
Et donc je vous propose de s'intéresser plus en détail à présent sur comment atteindre justement, comment avoir ces zones 3D. Donc là on va parler de méthode de partitionnement où le partitionnement consiste à découper un réseau en plusieurs zones, régions, où ici il s'agit d'un réseau hétérogène sous la base d'un critère. Donc le critère il peut être la densité, la concentration en véhicule ou encore la vitesse qui est notre variable d'analyse dans cette étude. Une zone, aussi appelée région ou cluster, est définie comme un groupe de liens adjacents qui sont homogènes, c'est-à-dire qu'ils ont des variables, des vitesses plutôt similaires à l'intérieur de cette zone. Nous sommes partis de ce qui se faisait dans la littérature, où dans la littérature, la plupart des travaux partitionnent un réseau spatial en 2 dimensions pour un temps donné et considèrent l'axe temporel, la temporalité, par en fait une réitération de cette méthode de partitionnement. Et le caractère original de nos travaux est de réaliser de manière conjointe le temps et l'espace pour faire un partitionnement de réseau. Ainsi, nous considérons un réseau en 3 dimensions où il s'agit d'une réitération de la couche spatiale à plusieurs moments temporels. Chaque lien est relié temporellement avec les autres. Et l'idée ici est de réaliser en une seule fois le partitionnement en 3 dimensions. Bien sûr, étant donné qu'il s'agit d'un réseau en 3D, la complexité des algorithmes est beaucoup plus importante qu'en 2D. Passons à présent au cas d'étude. Le réseau d'analyse correspond à celui d'Amsterdam, où la topologie du réseau a été extraite d'OpenStreetMap. Il s'agit d'un environnement SIG plutôt complexe avec beaucoup de liens où un travail sur la simplification et sur la réduction du réseau a été réalisé tant les méthodes de partitionnement sont complexes. De plus, concernant les vitesses, nous avons comme données d'entrée les temps de parcours individuels qui mesurent le passage à une caméra en entrée à une caméra en sortie, on appelle ça origine-destination, le temps de parcours qui a été réalisé et cela pour tous les usagers et ce pour une base de données de 35 jours. À partir de là, il a été nécessaire de réaliser une certaine méthodologie afin de pouvoir, à partir de ces temps de parcours individuels, de ressortir les vitesses moyennes par lien et par période pour tout notre réseau. Cette méthodologie est composée d'une part d'un filtrage des données aberrantes à base de la moyenne glissante et d'autre part d'une estimation des vitesses moyennes qui ont été réalisées par lien ou le plus court chemin a été déterminé pour chacune des origines destinations. À partir de là, nous avons défini 2 indicateurs afin de mesurer les résultats du clustering. Pour cela, nous sommes basés sur les propriétés que nous avons définies qu'est un bon partitionnement. Il y en a 3. La première, c'est la variance intra-cluster qui est à minimiser, c'est-à-dire que les vitesses à l'intérieur d'un cluster doivent être les plus similaires possibles. Le deuxième est la dissimilarité intercluster qui est à maximiser, c'est-à-dire la différence entre la vitesse moyenne d'un cluster avec un autre cluster qui lui est adjacent. Et le troisième paramètre est la connectivité, c'est-à-dire la propriété où tous les liens d'une même zone doivent être connexes, c'est-à-dire doivent se toucher et être tous interconnectés. À partir de là, nous avons utilisé 2 indicateurs. Le premier indicateur est une extension de ce qui a été proposé dans la littérature, qui est le Total Variance Normalized, qui permet de mesurer la variance intercluster. Le deuxième indicateur est Connected Cluster Dissimilarity, qui est une autre formulation de ce qui peut se trouver dans la littérature de la dissimilarité intercluster.
À présent, voici les résultats réalisés pour ces deux indicateurs. À gauche, le TVN, qui est à minimiser, et à droite, le CCD, qui est à maximiser. L'axe X est le nombre de clusters, qui est systématique allant de 2 à 20 clusters pour un réseau qui correspond à un jour. Nous comparons trois méthodes de partitionnement. Donc ces trois méthodes sont issues de la littérature. L'idée est ici d'utiliser des méthodes existantes et de développer leur extension en 3 dimensions. Et la deuxième famille de méthodes correspond aux méthodes plutôt dites d'individus, c'est-à-dire de points projetés dans un espace à n dimensions, où nous utilisons DB-Scan et K-means. Les courbes rouges, bleues et vertes représentent respectivement les résultats pour les méthodes de partitionnement Normalized Cut basées sur la similarité des snakes, DB-Scan et K-means. À présent, intéressons-nous à la complexité des méthodes où le temps d'exécution a été capturé. Respectivement, pour ces trois méthodes, nous pouvons voir que N-cut basé sur les snakes est très coûteux en temps comparé à DB-Scan et K-means. Et ceci peut s'expliquer en fait par la formulation qui a été faite dans la littérature sur quelle est la similarité entre deux individus. C'est-à-dire comment on calcule la similarité d'un lien avec un autre. Au final, ces deux indicateurs ont pu être croisés pour une évaluation croisée. Étant donné que le TVN est à minimiser et que le CCD est à maximiser, il s'avère que la région en bas à droite est celle proposant le meilleur partitionnement et à partir de là, on a pu tracer des diagonales avec des nuances de gris différentes afin de pouvoir réaliser ce qu'on pourrait qualifier de scoring, c'est-à-dire on calcule le score de chacune de ces méthodes pour chacun des jours et pour un certain nombre de clusters, car le nombre de clusters optimal est une question très intéressante où ici, à partir de cette étude, nous avons pu identifier que 9 clusters semblait être un nombre de clusters raisonnable d'une part et proposant de bons résultats. Ici, voici une petite visualisation qui nous permet de se rendre compte de qu'est-ce qu'un réseau en 3 dimensions qui est une succession de couches spatiales à plusieurs moments temporels. Ici, la méthode qui a utilisée a été K-means avec 9 clusters, où nous pouvons voir chacun des clusters avec une certaine couverture spatiale et temporelle. Enfin, la méthodologie générale, c'est-à-dire d'une part concernant le traitement des données où le réseau a été simplifié et réduit, ainsi que le traitement sur les temps de parcours individuels pour pouvoir utiliser des vitesses moyennes par lien et par période. En additionné de la méthodologie concernant la comparaison des méthodes de partitionnement élevées en 3 dimensions ont été valorisées dans un papier en journal TRR. Le schéma présente la méthodologie utilisée pour réaliser de la prévision de temps de parcours à partir de la base d'entrée qui sont nos zones 3D. En plusieurs étapes, il s'agit de partir de la base d'apprentissage de jour qui correspond à 80% de notre base de données et de réaliser des groupes où chacun des groupes sont des individus, dans notre cas ce sont des jours, qui sont similaires sur les motifs des zones 3D. Et à partir de là, l'étape d'après est pour chacun de ces groupes, de réaliser le jour type, c'est-à-dire de construire le motif 3D qui sera le plus représentatif de ce groupe de jours. Et enfin, la dernière étape, c'est pour un nouveau jour en temps réel. Ici, par exemple, il s'agit de 9 h du matin, de l'affecter au motif 3D qui lui correspondrait le mieux.
Pour cela, nous allons voir les étapes une après les autres. La première concerne la classification de jours, c'est-à-dire à partir d'un ensemble, de faire des sous-ensembles sur un certain critère. Et dans notre cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nos données de base sont qualitatives, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire une classification basée sur les motifs des zones, comme on peut le voir dans un exemple sur la reconnaissance d'images. Il s'agit, à partir des formes des images, de pouvoir catégoriser et de mettre les animaux ensemble et les légumes ou les chaussures ensemble. Donc la notion de mesure de similarité est importante et est requise pour réaliser de la classification où notre mesure que nous avons utilisée est Normalized Mutual Information, qui est en fait la mesure quantifiant l'accord ou le désaccord que peut avoir deux séquences de liens, car il faut bien imaginer que en fait un motif de zone 3D correspond de manière pratique à un vecteur de numéros, donc de variables nominales catégorielles, qui peut être 1, 2, 3, 4, le numéro du cluster auquel il appartient. Ensuite, la méthode de classification que nous avons utilisée dans notre étude est Normalized Cut, qui demande en entrée une matrice de similarité où là, à partir de cette mesure de similarité, nous avons calculé quelle était la similarité de tous les jours avec tous les autres jours permettant de dresser la matrice. La seconde étape, à partir de cette classification de jours que nous avons réalisée, est de construire le motif consensuel pour chacun des groupes donnés. Dans notre cas, il y en a deux. Et la méthode que nous avons utilisée est une méthode proposée dans la littérature qui est One Element Move, permettant itérativement de modifier un élément de la séquence pour le jour le plus représentant. Donc tout d'abord, à partir du groupe de jours, le jour le plus similaire par rapport à tous les autres, c'est-à-dire celui qui représente le mieux est identifié, et à partir de là, il va être amélioré, permettant de maximiser sa représentation par rapport à tous les autres. Et à partir de là, on peut le qualifier de motif consensuel. Concernant maintenant la dernière étape, il s'agit en temps réel, dans notre cas c'était 9 heures, de mapper ce nouveau jour avec le motif consensuel qui lui correspondrait le mieux. On peut le voir que à 9 heures du matin, dans notre cas, ça veut dire une collecte de données de 7 heures à 9 heures. Et donc à partir de 2 heures de données, l'idée est de lui affecter au motif consensuel qui lui serait le plus similaire. On peut le voir dans notre exemple que le troncage de ce motif consensuel, pour que ce soit 7h, 9h, est caractérisé d'une zone beaucoup plus congestionnée dans le motif consensuel numéro 1 que dans le motif consensuel numéro 2. Et l'analogie peut être faite au niveau de la reconnaissance d'objets en 3D où, en temps réel, on doit définir est-ce que la patte de lion appartiendrait plutôt au groupe des légumes ou plutôt au groupe des animaux. Concernant maintenant notre cas d'application, il s'agissait de valider le caractère prédictif de nos temps de parcours des usagers sur notre réseau qui est celui d'Amsterdam. À partir de là, nous avons identifié 10 chemins qui ont une bonne couverture spatiale du réseau. Et l'idée est de réaliser de la prédiction de temps de parcours sur nos jours tests qui représentent 20% de notre base de données et réalisée à partir des 80% de la base de données. C'est-à-dire que le nouveau jour donné est un jour dont on n'a pas connaissance dans la base de données et à partir de ce nouveau jour, on va essayer d'estimer quelle est la dynamique du trafic pour le reste de la journée à partir du motif consensuel qui lui est le plus similaire et qui lui a été affecté. Donc l'idée est de mesurer ces écarts entre le temps de parcours effectif et le temps de parcours estimé par notre modèle. Donc il peut y avoir ici de la
sous-estimation ou de la surestimation. Donc nous pouvons le voir dans la figure qu'il y a des temps de parcours qui ont été estimés avec des marges de plus ou moins 30% d'erreur. Et justement, ces estimations n'ont pas été réalisées que à 10 h du matin, mais ont été réalisées toutes les 10 minutes jusqu'à midi. Et le temps de rafraîchissement, c'est-à-dire la collecte des données, est rafraîchi dans le modèle toutes les heures quant à elle. Au final, par cette courbe de probabilité cumulée des erreurs, nous pouvons voir que sur tous les temps de parcours qui ont été estimés, toutes les 10 minutes pour nos 10 trajets, plus de 84% des trajets ont pu être estimés avec une marge d'erreur de moins de 25%. Et au final, cette analyse plus détaillée sur les méthodologies spatio-temporelles de partitionnement ainsi que toute la méthode systémique de réalisation du jour type consensuel avec une application d'estimation de temps de parcours en temps réel ont été valorisées dans le journal Scientific Reports. Donc je vous propose maintenant de revenir à l'utilisation de ces zones 3D, mais plus particulièrement pour les transporteurs, pour la génération de leur tournée, où la question qui a été posée était quels sont les gains possibles pour les transporteurs par une meilleure connaissance du trafic. Donc l'idée ici n'est pas de développer un nouvel algorithme d'optimisation de tournée, mais d'utiliser un algorithme existant proposé dans la littérature et de voir quelles sont les améliorations possibles en intégrant de l'information du trafic dans la fonction de temps de parcours. Dans cette étude, nous allons comparer 3 fonctions de temps de parcours. La première est statique, la deuxième est quasi-statique et la troisième est dynamique. Et ces 3 fonctions de temps de parcours sont en fait intimement liées avec la granularité des données que nous avons en entrée. Prenons premièrement pour la fonction statique, il s'agit en fait d'une constante en quelque sorte qui peut être une vitesse de 50 ou de 30 km/h en ville en fonction de la distance parcourue et du temps total parcouru. La méthode quasi-statique, quant à elle, prend les états de trafic spatial et rafraîchit à une certaine fréquence. Quant à la fonction dynamique, elle considérera conjointement le temps et l'espace. Et c'est pour ça que la granularité la plus fine des données que l'on a en entrée dans ce modèle est la vitesse moyenne par lien et par période de 15 minutes. Concernant l'échelle, il s'agit de l'échelle d'un arrondissement car considérer une tournée de livraison semble avoir plus de sens pour une échelle un peu plus supérieure que celle d'un boulevard. Dans un premier temps, nous avons comparé les temps de parcours par une fonction statique et une fonction quasi-statique où nous utilisons les informations issues de la simulation microscopique du trafic, c'est-à-dire qu'on va prendre les états du trafic que l'on a simulés et on va intégrer ces informations dans le modèle, dans l'algorithme d'optimisation de tournée. Et à partir de là, cet algorithme, il va calculer l'itinéraire le plus optimal, donc c'est-à-dire celui qui minimise une fonction objectif. Donc la tournée, elle peut par exemple minimiser le temps total de la tournée et c'est le cas dans notre étude, mais ça peut être aussi la consommation de carburant, l'émission de polluants atmosphériques, le coût, etc. À partir de là, l'algorithme va estimer le temps de parcours que réalisera la tournée la plus optimale et ce temps sera comparé avec celui qui sera effectif en simulation microscopique, c'est-à-dire que cette tournée sera intégrée dans le modèle microscopique de trafic et
Microscopiquement, c'est-à-dire à l'échelle de l'individu, du véhicule, on va prendre le temps de parcours que mettra le camion de livraison à réaliser sa tournée dans un environnement contrôlé qu'est la simulation où il y a des plans de feu, d'autres véhicules particuliers et où il doit utiliser le transport routier. À présent, nous pouvons comparer le biais qui peut exister entre ce qui a été effectif en simulation microscopique et ce qui a été estimé par le modèle, soit par une approche statique, soit par une approche quasi statique, où là, il a plus d'informations, c'est-à-dire qu'il a des informations sur les vitesses qui sont réalisées par tous les liens et par toutes les périodes. Donc une première conclusion que l'on peut tirer est qu'avec un peu plus d'informations du trafic, il est possible de s'approcher du temps de parcours effectif en simulation microscopique. Dans ce schéma de pensée, on pourrait tendre à ce que le plus d'informations à fin possible permettrait d'améliorer l'algorithme. C'est le cas d'un côté, mais d'un autre, il y a la complexité et le temps de calcul pour cet algorithme de pouvoir générer la meilleure tournée optimale. Et ce temps de calcul peut être très long et très complexe, et ce pour une grande échelle où c'est à l'échelle d'une agglomération et pourquoi pas avec une flotte de véhicules et non pas juste un itinéraire. À partir de là, la solution optimale ne sera peut-être pas forcément atteinte, ou pour avoir un temps de calcul raisonnable, on pourrait utiliser des heuristiques locales. Les trois fonctions considérées sont la fonction statique, quasi-statique et l'originalité ici est de considérer les zones 3D par une fonction de temps de parcours dynamique. Il s'agit en fait d'utiliser les zones 3D comme des fonctions dans le temps et dans l'espace des états de trafic qui sont pratiqués. À partir de là, une deuxième analyse compare les différences entre les temps de parcours qui ont été effectifs, mais par des tournées qui ont été générées par une certaine qualité et quantité d'informations. C'est-à-dire que la fonction d'optimisation, elle va optimiser et elle va proposer la tournée la plus optimale, mais optimale en fonction des données d'entrée. Or, si ces données sont que une quantité faible, voire même qu'elles ne sont pas très représentatives de la réalité, cette tournée qui est peut-être optimale pour des données d'entrée, pour une certaine qualité et quantité de données d'entrée, ne sera pas forcément la tournée la plus optimale dans la réalité. Et pour cela, l'algorithme requiert des données qui sont le plus fidèles possible à la réalité, le plus précis et le plus synthétique. Cette figure compare les écarts entre les différentes fonctions de temps de parcours comparées à la fonction de référence qui est, elle, la fonction dynamique réalisée par les liens par période. C'est-à-dire que l'on a un historique de tout ce qui s'est passé au niveau de tous les liens, et ce pour toute la journée. On peut voir les écarts qu'il peut y avoir entre une tournée et son temps qui a été mesuré par une fonction statique comparée à la référence. Le fait d'avoir une approche quasi-statique permet de diminuer cet écart, et l'originalité est de voir que l'utilisation de zones spatio-temporelles permet d'avoir des résultats qui sont au moins, voire un peu plus, meilleurs que l'approche quasi-statique où là on a des vitesses pour tous les liens et toutes les périodes. Donc la conclusion que l'on peut en tirer et qui valide par cette application opérationnelle est que l'utilisation de zones 3D permet de synthétiser une majorité partie de l'information sans pour autant avec peu de variables, c'est-à-dire uniquement la vitesse moyenne par zone spatio-temporelle. Je vous propose à présent de passer aux perspectives. Il y en a deux, et la première est quel est l'impact de ces mouvements logistiques sur le trafic urbain, mais à l'échelle d'un quartier ou d'une agglomération. Je vous en ai parlé tout à l'heure, que nous avons réalisé cette étude à l'échelle d'un boulevard, et que pour
mesurer ces impacts de tout ce transport de marchandises qui est réalisé sur une agglomération ou un quartier requiert des indicateurs où la maille du filet est très important car il permet de mesurer ces impacts que sont par exemple les livraisons en double fil qui sont locales et temporaires, mais réaliser cela à l'échelle d'une agglomération, quels sont ces impacts? Et au final, les zones 3D qui ont été avant utilisées pour synthétiser les états de trafic s'avèrent aussi être utiles en tant qu'indicateur afin de mesurer des situations avant-après. L'idée est donc de comparer les formes, les motifs des zones 3D qu'il pourrait y avoir sans ces mouvements logistiques et avec ces mouvements logistiques à l'échelle d'une agglomération. Donc cette étude n'a pas été réalisée dans ma thèse mais fait l'objet d'une première perspective qui serait la continuité de l'utilisation de zones 3D à des échelles plus supérieures dans les impacts au final du TMV sur le trafic. Passons maintenant à la deuxième perspective qui, elle, va s'intéresser plus en détail sur les aires de livraison. Donc cette étude n'a pas été intégrée dans mon manuscrit de thèse car il s'agit d'un travail qui a été réalisé par un stagiaire que j'ai pu encadrer, donc j'ai pu réaliser un encadrement de stage de master et ces résultats viennent en perspective sur l'étude plus approfondie des aires de livraison et leurs dessertes. Donc des questions opérationnelles qui sont induites à travers tout ça et par exemple, quelle serait la perte de temps pour le chauffeur-livreur s'il avait l'obligation de livrer sur des aires de livraison. Sous-entendu, ne pas se garer en double fil qui semble être une économie de temps, le temps que l'on met à chercher une aire de livraison disponible, mais aussi un temps qui est gagné pour le fait de manœuvrer et de stationner et de tout simplement de distance à marcher entre le parking qui est dans ce cas-là un double fil, et le magasin à livrer juste en face. Et l'idée ici est de mesurer, de se rendre compte de quel est le temps que mettrait un camion de livraison si on l'obligeait systématiquement à utiliser les aires de livraison qui sont actuellement sur le réseau pour réaliser et pour livrer leurs clients. Une deuxième question est quelle est la part de ce temps qu'il mettrait, ce temps additionnel, si l'on suppose un double fil systématique, quel est ce temps additionnel et quelle est la part de ce temps sur une tournée totale? Nous identifions deux caractéristiques aux aires de livraison. La première est plutôt d'ordre spatial sur les configurations, c'est-à-dire quel est le nombre d'aires de livraison dans une certaine zone donnée et quelle est leur localisation. La deuxième caractéristique relate plus du temporel et du planning temporel, c'est-à-dire quelle est la fenêtre pour les livreurs à utiliser, qui peut être par exemple de 9h à 17h, de 7h à 17h. Quelle est la limite de temps pour eux de stationner? Pour une aire de livraison donnée, ça peut être 20 minutes, 30 minutes, ou dans un esprit un peu plus futuriste, un système de réservation des aires de livraison. À partir de là, il y a une certaine balance qu'il peut y avoir entre l'offre et la demande. L'offre, on peut la considérer comme en fait la densité d'aires de livraison dans une zone donnée, c'est-à-dire une certaine zone, à quel point elle est fournie en aires de livraison. Et la demande, quant à elle, peut être considérée comme le taux d'occupation moyen d'aires de livraison, c'est-à-dire combien de fois en moyenne des aires de livraison sont occupées par des camions, ce qui pourrait représenter la demande. Nous avons obtenu les données réelles sur les aires de livraison et les commerces qui sont aussi disponibles à Lyon. Et à partir de là, on peut voir comment sont spatialement réparties les aires de livraison par rapport au commerce. Pour pousser cette étude spatiale un peu plus loin, nous pouvons dresser des cellules de Voronoi où chaque cellule correspond en fait à une aire de livraison
Et le périmètre de ces cellules sont en fait les médiatrices, donc le milieu de la distance euclidienne de toutes les aires par rapport à toutes les autres. À partir de ces résultats, deux caractéristiques peuvent être analysées. La première est la taille de la cellule, qui est petite ou grande, donc c'est spatialement la desserte d'une cellule, et la deuxième est la couleur de cette cellule qui représente dans notre cas le nombre de commerces à l'intérieur de cette cellule. Et par exemple, on peut toujours le voir sur le 5e arrondissement que les cellules sont plutôt très grandes et rouges. À partir de cela, le caractère innovant que nous proposons dans cette analyse des aires de livraison est d'utiliser le temps de recherche comme un nouvel indicateur qui proposerait un peu plus de relief et de richesse dans l'analyse et la configuration spatiale des aires de livraison et temporelle. Et du coup, le temps de recherche pourrait permettre de mesurer l'accessibilité en parking d'une zone donnée ou d'évaluer en ex-ante une nouvelle solution de TMV par exemple. Le temps de recherche pourrait aussi être utilisé pour raffiner les modèles de génération de tournées où les tournées pourraient être différentes en fonction de la probabilité ou du temps de recherche qu'il pourrait y avoir dans une certaine zone donnée. Dans cette figure, nous voyons l'offre et la demande qui correspond à la probabilité de trouver une aire disponible et la densité, le nombre d'aires de livraison par kilomètre où nous pouvons voir que le temps de recherche en rose correspond à un temps de recherche de 700 secondes est caractérisé par une probabilité de 0,2 et une densité faible. Et ainsi, par les flèches de gradient, on peut voir qu'il est plus facile d'accéder à un temps de recherche beaucoup plus court par une augmentation de la probabilité plutôt qu'une augmentation de la densité. Donc si l'on extrapole ces conclusions, on revient à dire qu'il est plus accessible d'avoir un temps de recherche plus court grâce à l'encouragement des rotations qui permettront de libérer plus facilement les aires de livraison plutôt que de créer de nouvelles aires de livraison. Au final, cet ABAC basé sur le temps de recherche peut servir de socle et d'outil pour un manager des villes à pouvoir identifier quelles sont les meilleures stratégies pour son réseau. Il est à présent temps de passer à la conclusion où je représente le schéma où nous pouvons voir les différents axes d'analyse qui sont l'espace, le temps et la granularité des données. Ces trois axes nous permettent de répondre à différentes manières, sous différents éclairages, à la grande question qui était quelles sont les interactions entre la modélisation dynamique du trafic et le transport de marchandises en ville. Donc la notion d'indicateur a été discutée tout au long de cette thèse où le caractère innovant a été de proposer par rapport à la littérature l'utilisation de zones 3D qui permettent à la fois de synthétiser la majeure partie des états de trafic dans un réseau donné et au cours de la journée et en même temps de servir d'indicateur pour mesurer des différentes situations données. Donc cette thèse apporte un certain cadre méthodologique pour répondre à cette grande question qui sont les interactions entre le TMV sur le trafic et le trafic sur le TMV et apporte des éclairages sur certaines questions opérationnelles.